Bonjour et bienvenue à ce télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir un de nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnement. Aujourd'hui, il me fait grand plaisir d'accueillir M. Vincent Caltabellotta. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Bonjour Vincent, à tous ceux qui nous écoutent également. Pardon? Je disais bonjour Marie et bonjour à tous ceux qui nous écoutent également. Vincent est fondateur de Syneos Consulting et expert de la transformation managériale et digitale des entreprises. Poussé par les enjeux de ce début de millénaire, sa passion est d'aider les entreprises et les dirigeants à anticiper, prendre de l'avance ou mieux être le changement. Observer le monde, l'économie et la vie des entreprises, la comprendre, l'analyser, l'anticiper et proposer des axes de changement. Mieux circonscrire la place de l'homme au cœur de cette mutation socio-technologique, voilà sa mission. En 2014, Vincent prend la direction de l'Observatoire national des dirigeants commerciaux de France, ce qui lui donne l'opportunité de rencontrer chaque année des centaines de dirigeants et d'entreprises qui font l'économie française au quotidien, d'échanger sur leurs doutes, mais surtout sur leur envie et leur motivation à construire la France de demain. Vincent est aussi professeur à l'Université d'Angers et à l'IDRAC Business School. Il est auteur du livre « Inventons l'entreprise du 21e siècle, organique, émotionnelle et numérique », paru aux éditions Kawa en 2017. Dans le cadre de cette entrevue d'une durée de 20 à 30 minutes, Vincent nous présentera les 3 dimensions de l'entreprise du 21e siècle, organique, émotionnelle et numérique. Je le questionnerai sur le rôle du gestionnaire dans un tel contexte et la façon dont une telle transformation peut s'opérer et par où est-ce qu'on doit commencer et qu'est-ce qu'on peut aussi y gagner. Alors Vincent, pour commencer, d'abord bienvenue encore une fois à ce télésommet. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous parler de ton parcours professionnel? Oui, alors déjà, tu as dit beaucoup de choses sur ce que j'ai fait ces 3 dernières années. Alors du coup, je me permets de revenir un petit peu plus en amont. Mon parcours a commencé en 1996 à peu près, lorsqu'il y avait cette bulle Internet qui commençait à grossir. Donc j'ai commencé en fait à travailler dans l'informatique sur différentes fonctions, marketing, organisation, commercial, etc. Et j'avais une spécificité, c'est que j'ai toujours été entre commerce et technique. Et lorsque j'ai voulu monter mon entreprise en 2006, lorsque j'ai commencé à la créer, pour la créer en 2007, j'ai décidé de travailler sur ce créneau, de faire travailler les hommes différemment ensemble. Et Syneos, le nom de mon entreprise, vient du grec de syndeo et neos. Syndeo qui veut dire relier et neos nouveau, donc qui inspire de nouvelles manières de travailler ensemble. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 10 années et puis cette expérience au sein de l'Observatoire, comme tu l'as dit, j'ai vu beaucoup d'entreprises, beaucoup de choses. Et puis, il y avait quelque chose qui me dérangeait au fond de moi lorsque je conseillais des entreprises, parce qu'il y a ce qui marche, ce qui semble marcher en tout cas depuis des années. Puis, il y avait une conviction que j'avais au fond de moi, mais sur laquelle je n'arrivais pas à mettre de mots. Cette conviction que quelque chose ne fonctionne pas, ou plutôt quelque chose ne fonctionne plus exactement comme ça. Et à chaque mission que je faisais, je ressentais cette petite frustration ou ce questionnement interne. Et puis un jour, j'ai entendu parler d'entreprises libérées, d'holacratie, et puis tous ces termes-là sont venus résonner à mon oreille. Et là, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas tout seul à avoir ces doutes. Il y a plein de gens qui ont des doutes,
et il y a des personnes qui commencent à écrire. Et ça, c'était il y a grosso modo 4-5 ans. On doit revenir à peu près sur 2013, peut-être 2012-2013 à peu près. Et là, j'ai commencé à réfléchir différemment et à initier en tout cas des missions de manière différente jusqu'à écrire ce livre, Inventons l'entreprise du XXIe siècle. Maintenant, j'allais dire, j'ai plus cette frustration puisque j'amène les dirigeants qui veulent faire évoluer leur entreprise ou qui hésitent à la faire évoluer à le faire vraiment et puis je les guide. OK. Voilà. Justement, dans ton livre sur l'entreprise du 21e siècle, tu parles de 3 dimensions. Tu parles de la dimension organique, émotionnelle et numérique de l'entreprise. Est-ce que tu pourrais Oui. nous parler plus en profondeur de ces 3 dimensions-là? Oui, alors c'est 3 dimensions essentielles de l'entreprise du XXIe siècle, telle que je la vois, telle que je la conçois. Alors, c'est comme 3 piliers fondamentaux, j'allais dire. Alors, le premier, c'est l'organique. Certains parlent par exemple d'entreprise libérée, ce qui est très très bien. Moi, je suis plutôt dans ce courant de libérateur des entreprises, mais j'allais dire, je vais plus loin que ça, parce que libérer une entreprise, lorsqu'on libère une entreprise, on libère des potentiels, on libère des hommes, on libère peut-être des lignes managériales, une certaine gouvernance. Mais l'entreprise, c'est bien plus que ça. Elle est au cœur d'un changement sociétal, elle est au cœur d'un changement économique, elle est au cœur d'un changement technologique également. Et puis, on voit que le temps passe plus vite, on travaille en temps réel, cette technologie qui nous amène à accélérer toujours, toujours. Et en fait, le seul fait de libérer son entreprise, à mon sens, n'est pas suffisant. Donc, je mets en avant ce concept ou je prône ce concept d'entreprise organique. Pour bien l'expliquer, je vais te prendre un exemple. Euh, euh, je m'inspire de la nature. Et dans cette nature, la nature a une spécificité, c'est qu'elle est faite d'individus, pas d'individus, par contre d'éléments unitaires et individualistes. C'est-à-dire un renard, un lapin, un arbre, le vent, une fleur, tout ça ne réfléchit pas collectif, c'est individualiste. Et il fonctionne soit par symbiose, c'est-à-dire j'ai besoin d'un autre élément pour vivre ou pour survivre, ou au contraire, de manière antagoniste. Et donc là, c'est des systèmes qui vont se chasser, qui vont se tuer, qui vont s'expulser les uns des autres, etc. Donc la nature fonctionne comme ça naturellement et s'autorégule. La nature a une capacité d'autorégulation naturelle. Et le système il tient depuis des millions, des milliards d'années. Alors il y a des périodes différentes. La Terre d'aujourd'hui ne ressemble plus forcément à la Terre d'il y a 500 ans ou 1 million d'années, c'est vrai. Mais n'empêche que la Terre tient toujours. Et moi, je pense que le management devrait s'inspirer de ça. On parle beaucoup d'individualisme aujourd'hui. Eh bien, l'individualisme, pour moi, n'est pas une fatalité ou une faiblesse de l'entreprise. C'est quelque chose auquel l'entreprise doit faire face, de la même manière que la nature est faite d'éléments individualistes. Donc, à nous, après, de créer cet esprit collectif. Alors, quand on parle d'entreprise organique ou d'entreprise libérée, il y a aussi toujours quelque chose qui est dit, c'est cette notion de règles et de liberté, de responsabiliser, de mettre l'homme au cœur du système, etc., etc. Je vais prendre une deuxième image. Pour cette image, tu vois, j'ai amené un œuf. Tu vois. OK. Alors, je n'ai pas pu amener un arbre, okay, ce serait beaucoup trop gros dans cette pièce. J'ai envie de te demander aux spectateurs qui nous écoutent, quelle est la différence entre un œuf et un arbre. Alors, tu vas me dire, il y en a beaucoup, c'est vrai. Il y en a une qui est fondamentale. C'est que la valeur ajoutée d'un œuf se trouve à l'intérieur. Et tu ne la vois pas. Il a une coquille rigide. Et j'allais dire, l'entreprise classique est faite comme un œuf. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un certain nombre de règles qui enferment une certaine valeur ajoutée. Il y a des choses qui rentrent et puis derrière, des produits qui ressortent ou des services qui ressortent. La valeur ajoutée est à l'intérieur. L'arbre, c'est différent. La valeur ajoutée est à l'extérieur. La richesse, on va dire, produite, c'est les feuilles, c'est ces fruits qui sont en contact avec la nature. Ça n'empêche pas qu'il y a des règles et qu'il y a une certaine rigidité, mais la rigidité est au cœur. C'est le tronc et les branches. Un genre de forme de ligne managériale peut-être, mais un petit peu différente, beaucoup plus organique. Ce qui est intéressant, c'est que cette rigidité que l'on doit avoir dans l'entreprise, moi, je ne la place plus sous les formes de règles, de voilà ton objectif et je te contrôle et je suis, entre guillemets, toujours derrière toi d'une certaine manière, soit par la machine, soit par l'homme qui va piloter et qui va aider à contrôler. Mais cette rigidité, cette structure, je la mets dans le tronc de l'entreprise.
Et elle se retrouve dans 3 concepts clés. L'ambition du dirigeant et donc de l'entreprise, la vision et les valeurs. Et ça, par contre, ça doit être immuable. Et en quoi c'est intéressant, c'est que si moi je suis dirigeant et que je mets en avant, j'illumine, on va dire, le monde entier de ces valeurs, de cette vision et de cette ambition, eh bien je vais fédérer naturellement des gens autour de moi. Je vais attirer les talents qui me ressemblent et qui adhèrent naturellement. Donc, à partir du moment où j'attire naturellement, ce sont des gens qui me ressemblent. Si ce sont des gens qui me ressemblent, on va mieux travailler naturellement. Moins besoin de contrôler, moins besoin de responsabiliser, puisque les gens vont se responsabiliser et se motiver d'eux-mêmes. Voilà pourquoi je définis cette notion d'entreprise organique. Et si j'étends le concept encore plus loin, ce n'est plus l'entreprise qui est organique, mais c'est le système économique presque qui entoure l'entreprise, l'écosystème de l'entreprise qui devient organique. J'externalise un certain nombre de choses, je réinternalise d'autres, je peux devenir agile et je m'adapte en temps réel à mon environnement. OK. Alors ça, c'est la dimension organique de l'entreprise. Pour ce qui est de la dimension émotionnelle, je pense que c'est la deuxième, oui. Oui, c'est ça. Alors, cette dimension émotionnelle est également très importante. Il faut savoir que notre monde est en train de changer, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il y a quelque chose qui est fondamental dans ce changement de monde, c'est qu'on est en train de passer d'un monde du devoir à un monde du vouloir. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que nos chemins de vie se font beaucoup plus aujourd'hui, déjà à court terme, en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce dont j'ai envie, en fonction de ma recherche d'épanouissement personnel, émotionnel, social, intellectuel. Et quand on regarde, et les analyses sociologiques nous montrent que l'ensemble de nos choix se font aujourd'hui beaucoup sur des bases émotionnelles, de ressentis, de sentiments, beaucoup plus que sur des stratégies à long terme, comme on pouvait faire il y a encore ne serait-ce qu'une vingtaine ou une trentaine d'années. On le voit d'ailleurs aussi, on joue de plus en plus, on est de plus en plus en train de communiquer en temps réel avec tout le monde. Et cette part de l'émotion, on le voit à la télévision aussi, cette part de l'émotion prend le pas sur beaucoup de notions beaucoup plus rationnelles. Un dirigeant fait des choix qu'il va peut-être estimer rationnels, mais dans le fond, quand on décrypte son cheminement psychologique, on va dire, on se rend compte que c'est l'émotion qui le guide. Donc, il faut savoir faire entrer cette part émotionnelle dans l'entreprise. On va la retrouver dans la relation avec nos clients, générer de l'émotion. On parle de générer une expérience client aujourd'hui. On ne vend plus un produit, on donne envie d'acheter son produit. C'est complètement différent. C'est vers ça qu'il faut aller. J'ai envie de dire, on ne recrute pas, on donne envie à des gens de venir travailler chez nous. Et on met comme ça en place, il faut mettre en tout cas en place ce concept ou cette notion d'émotion dans l'entreprise, que le dirigeant puisse exprimer un certain nombre d'émotions et puis laisse aussi émaner ces émotions de tous les collaborateurs. Juste un bémol, quand je dis émotion, ce n'est pas un monde idéologique parfait où on aurait des arcs-en-ciel partout dans l'entreprise tous les jours et des petits lapins qui courent. Ce n'est pas du tout ça. Quand je parle d'émotion, c'est vraiment laisser la place à la réponse à des besoins fondamentaux. J'ai besoin de m'épanouir. J'ai besoin, pour m'épanouir, d'un certain nombre de choses. C'est personnel à chaque personne. C'est personnel au chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise laisse passer ses émotions, s'il permet aux collaborateurs de développer ses émotions, il va créer naturellement une entreprise beaucoup plus émotionnelle qui va libérer les potentiels humains. Ce qui va agir pour la partie émotionnelle. Ce qui va agir dans le fond sur le climat organisationnel, là, c'est ça. On est plus dans la notion du climat, de l'expérience. Exactement, mais c'est lié avec ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de l'heure. L'une des valeurs de l'entreprise, c'est ça aussi, c'est de pouvoir s'épanouir personnellement, s'épanouir émotionnellement dans l'entreprise. C'est très important. On passe quand même la moitié de nos journées, plus de la moitié de nos journées en entreprise. Pourquoi couper toute émotion entre 9h et 18h? Tout à fait. OK. Et puis la dimension numérique? Alors, la dimension numérique ou digitale, alors que là, je vais un petit peu moins détailler parce qu'elle est beaucoup plus classique, beaucoup plus traitée de partout, j'allais dire, mais il faut la prendre en compte. Juste 2-3 petits points qui me peut-être qui me semblent plus importants, c'est que la transformation numérique et digitale aborde des choses qu'on n'abordait pas avant lorsqu'on faisait une transformation de système d'information ou informatique.
Lorsqu'on parle de digital, on parle avant tout des comportements humains et comment la technologie peut étendre, augmenter le comportement d'un homme. C'est ce qu'on fait en transformation digitale, sans s'en rendre compte avec nos smartphones. C'est ça qu'on fait. On augmente notre potentiel de communication, notre potentiel de réaction, notre potentiel de décision, etc. Notre potentiel d'action sur un certain nombre de choses. Donc, le digital apporte cette notion-là. Il faut le voir non pas comme un outil qui est un simple optimisateur de rendement, c'est pas du tout ça. Il faut l'envisager comme des manières nouvelles de travailler et qui peuvent devenir très intenses à partir du moment où on analyse le comportement des hommes ou comment les hommes devraient se comporter humainement, naturellement dans une situation et on met en place les outils qui correspondent à ça. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans une relation client. On met plus en place un site web de e-commerce basique en mode outil de gestion. Non, la vente par correspondance aujourd'hui fait appel justement à l'émotion, à la manière naturelle de commander, de rentrer en contact avec une entreprise, un commercial ou son produit. On doit faire la même chose en entreprise. Et dernier point, surtout ne pas oublier une notion d'éthique que j'appelle la digi-responsabilité, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on met en place en termes de digital change les comportements, et quand on change les comportements, on change une partie de l'homme. Donc il faut faire attention à l'impact que notre transformation quel impact notre transformation va amener pour les hommes. Okay. Par rapport aux 3 dimensions, pour qu'on y voit un petit peu plus clair, est-ce que tu connais ou as-tu des modèles d'organisation qui fonctionnent comme ça en France? Est-ce que Alors oui, alors ça m'est toujours un petit peu difficile de donner des noms d'entreprises comme ça, mais en tout cas, il y a un vrai courant qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en place. Ce qui nous amène, alors je sais que tu voulais parler d'une autre question, c'est comment on le met en place tout ça. Donc je suis obligé du coup d'anticiper un petit peu cette question. Mais oui, donc il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent aujourd'hui à comment faire. Après, il y a 2 manières de faire. Et c'est là que ça devient intéressant et concret pour les dirigeants, les managers ou les gestionnaire. L'idée reçue que l'on a tous en tant que dirigeants, c'est de se dire je comprends bien ces changements, je comprends bien qu'il faut changer, le monde change, donc mon entreprise doit changer, doit devenir plus agile. Ok, j'ai compris tout ça. Mais comment je fais? C'est un changement énorme dans mon entreprise. On est 50, 100, 500, 5000, 20 000, 100 000 en fonction de l'entreprise. Comment je fais? La plupart des dirigeants pensent qu'il faut tout changer radicalement, profondément et à court terme. Moi, je ne vais pas dans ce sens-là. Il y a certaines entreprises qui l'ont fait. Et très bien, ça correspond à une ambition, à une vision, à des valeurs, comme je disais tout à l'heure, de dirigeants d'entreprise. Et s'ils ont eux-mêmes la capacité à la mener, à la faire, cette transformation, j'allais dire rapide, quand je dis rapide, c'est 1 an ou 2, on change toute l'entreprise. S'ils ont la capacité de le faire. C'est assez radical, ça. C'est assez radical parce qu'il y a un gros changement de culture dans ce qu'on dit là. Exactement. Il y a des entreprises qui l'ont opéré, soit de manière forcée, parce qu'à un moment donné, il faut se renouveler, et donc là, on change tout, soit de manière un peu plus volontaire, mais moins forcée, c'est un petit peu plus rare, mais ça arrive, de dirigeants qui se disent, voilà, moi, j'ai envie de profiter de ces opportunités du XXIe siècle, donc je change, et je vais initier ce changement. À mon sens, il n'y a pas d'études là-dessus, mais c'est très probablement quelques pourcents des dirigeants, peut-être 500 dirigeants qui transforment leur entreprise, 5-10% qui opèrent ce changement radical. Moi, je pense, et de ce que j'observe, c'est que le changement en douceur peut être aussi utile, aussi efficace. Qu'est-ce qu'un changement en douceur? C'est un changement qui ne s'opère non pas directement dans la culture fondamentale de l'entreprise, mais par l'évolution d'un certain nombre de process. Je te donne un exemple. Imaginons que tu prennes, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple, le process recrutement. Tu dois recruter. Rien ne t'empêche demain de dire le recrutement, je vais tester une opération, je vais tester de ne plus le faire par des services de ressources humaines. Je vais proposer à des collaborateurs de créer un groupe de recrutement. Et donc, ils vont constituer les annonces, constituer leurs critères de recrutement, mettre en place le process avec des entretiens, avec les questions qu'ils veulent. Et puis, finalement, on va recruter ses propres collègues. C'est un process, ça ne change pas fondamentalement l'entreprise, mais ça change ce point-là de l'entreprise. Et on teste, on voit si ça apporte des choses, on voit si ça fait mouche dans l'entreprise, si ça prend racine et si c'est utile.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à force, ça fait tache d'huile. C'est-à-dire que, par exemple, prenons ce recrutement. Si moi, j'étais amené à recruter mon collègue de demain, je vais avoir un rapport différent avec lui. Je vais me sentir responsable de sa montée en compétence, de son intégration. Si je me suis trompé dans le recrutement, je vais peut-être le dire différemment. Enfin, ça va changer les rapports humains dans l'entreprise juste par un process. Donc, je suis plutôt à promouvoir, parce que c'est là que ça touche le plus grand nombre de dirigeants, c'est-à-dire tous, sauf les quelques 5% peut-être qui opèrent un changement radical, je préfère promouvoir ce changement en douceur, process par process ou entité par entité, et faire confiance dans cette autorégulation naturelle dont je parlais, pour que tout doucement, ça fasse tache d'huile. Après, le dirigeant, lui, ce qu'il a à faire, à opérer, c'est de choisir quel process je libère, entre guillemets, dans un premier temps, et puis à quel rythme je veux avancer. Est-ce que je fais un test par-ci, par-là de temps en temps, ou est-ce que je profite de chaque opération, chaque changement pour accélérer un petit peu la chose? Mais ça, je le vois en temps réel. C'est aussi ça l'entreprise agile qui réagit en fonction de son environnement. J'apprends en marchant et je décide et je vois à quelle vitesse je peux apprendre et à quelle vitesse je peux transformer mon entreprise. Et quel rôle donnes-tu aux gestionnaires dans cette transition? Alors, dans la transition même, le gestionnaire ou les dirigeants ou les managers ont un rôle important, bien sûr. Déjà parce que, comme je le disais au début, il est difficile d'opérer ce changement sans y croire soi-même. C'est-à-dire qu'un changement, je vais prendre un exemple, c'est la notion de guide. On suit quelqu'un parce qu'à un moment donné, cette personne aspire des choses chez nous, nous inspire, pardon. Elle aspire, mais elle nous inspire également. C'est parce qu'elle nous inspire qu'on va avoir envie de la suivre. Comment elle nous inspire? Elle nous inspire par rapport à une certaine expertise, c'est vrai, mais surtout par rapport à un savoir-être, à un charisme, justement aussi par des valeurs et par une vision. Et c'est parce que je partage ça que je vais être attiré par cette personne et que je vais avoir envie de la suivre. Et bien là, je reprends ce que je disais au début, c'est le manager qui doit véhiculer cette vision, ces valeurs. Et s'il ne la met pas en avant, s'il ne les met pas en avant, ses visions, ses valeurs, ses ambitions, une personne ne va le suivre. Ou alors, on va faire des petits tests comme ça et ça va faire, voilà, ça va tomber comme un soufflet peut retomber. Donc, le manager ou le dirigeant ou le gestionnaire a un rôle fondamental, avant tout, de prendre conscience et de prendre confiance dans son projet et d'avoir envie de le vendre. Vendre entre guillemets, bien sûr. Il n'y a pas de notion financière dedans. Mais il doit avoir envie de le promouvoir et envie d'amener un groupe de personnes à suivre cette ambition. Donc, son rôle est essentiel. Il a un rôle de guide à ce moment-là. Après, à lui de diviser ce rôle de guide, de le porter lui tout seul ou de le diviser entre plusieurs personnes, de faire appel à des personnes de l'extérieur. Ça, il y a plein de manières de faire. Mais le dirigeant a un rôle fondamental. Et ce rôle, il va, comme le process dont je parlais tout à l'heure, faire tache d'huile dans l'entreprise. Au début, je convainc mon entourage proche, mon comité de direction, mon comité exécutif, par exemple. Et puis après, des piliers de l'entreprise, des influenceurs qui vont diffuser. Oui, mais ça me pose une question parce que dans l'entreprise libérée, alors peut-être, là, c'est peut-être la même chose dans l'entreprise organique, mais dans l'entreprise libérée, on voit que les dirigeants demeurent, mais qu'il y a quand même les gestionnaires ou les managers ont tendance à disparaître. Alors là, ce que tu nous dis, c'est qu'ils ont un rôle important à jouer, mais on s'en va quand même vers une organisation où, en tout cas, est-ce qu'ils existent encore, les gestionnaires, dans la forme d'organisation dont tu proposes? Alors, je vais répondre oui et non. Je vais préciser quand même. Okay. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement au modèle classique d'entreprise, on est dans un monde où il ne peut plus y avoir un seul modèle d'entreprise. On le voit bien d'ailleurs, on voit que des startups ne fonctionnent pas comme des industries. Et c'est naturel que ces entreprises fonctionnent différemment. Après, l'un peut s'inspirer de l'autre, bien sûr. Mais on est en train de créer une multitude de modèles. C'est là que ça devient intéressant, c'est que les dirigeants eux-mêmes construisent leur modèle autour de leur ambition justement et des valeurs qu'ils véhiculent. Donc naturellement, s'ils font ça et qu'ils savent véhiculer ce côté émotionnel, etc., ils vont créer une entreprise qui sera différente de celle du voisin. De la même manière que le produit qu'on crée est différent de celui du voisin, même s'il ressemble,
ce sera jamais le même. C'est jamais les mêmes valeurs, jamais les mêmes caractéristiques, jamais la même forme, jamais le même design. Et l'un va aimer un produit, l'autre va aimer l'autre produit. C'est pareil pour l'entreprise. On est en train de constituer une myriade de formes d'entreprises différentes. Ça, c'est la première chose, ce qui veut dire que les dirigeants, déjà, doivent se déculpabiliser, de se dire je passe d'une entreprise classique à une entreprise libérée. Non. Et d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'est concrètement une entreprise libérée. À partir de quand je considère que j'ai le statut libéré? Je ne sais pas. C'est comme à partir de quand je considère que je suis heureux. Je ne sais pas, c'est propre à chacun, tu vois. Donc, là, déculpabiliser le dirigeant sur le fait que il n'y a pas qu'une forme ou deux formes d'entreprise, il y en a une multitude. Donc, ça veut dire que la place des managers ou des gestionnaires dedans peuvent être multiples également. Il y a des entreprises dans lesquelles on va devoir garder certaines formes managériales un peu historiques, un peu classiques, parce que c'est essentiel dans le mode de fonctionnement. Je pense même à certains secteurs, par exemple dans la restauration, c'est plus difficile de passer sur des entreprises libérées. J'ai fait un article la dernière fois là-dessus. C'est plus difficile. Ou dans le bâtiment, par exemple. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus durs. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut rien faire. Mais il y a des chaînes managériales qui sont voilà, plus spécifiques peut-être plus classiques et plus adaptées. Dans d'autres entreprises, on va pouvoir éclater le rôle du manager. Et on parle de rôle, justement. Moi, je différencie la fonction du rôle. Un manager ou un dirigeant, ça n'a pas qu'un rôle. Ça en a une multitude. Probablement 50 ou 60 rôles différents quand on les découpe. Ce qui va être intéressant, c'est de se dire quels sont les rôles dont j'ai besoin en termes de management de l'entreprise. Et ces rôles ne sont plus forcément sur une personne. Ils peuvent être éclatés entre différentes personnes. Je donnais l'exemple du recrutement tout à l'heure. Le rôle de recruteur, je peux l'affecter à une personne. Le rôle d'organisateur, je peux l'affecter à une personne ou à un groupe de personnes. Le rôle de coordinateur, le rôle de guide, le rôle de mentor, de tuteur, etc. Il y a tout un tas de rôles de contrôleur, etc., que je peux mettre, que je peux dispatcher sur différentes personnes. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est que le management n'est plus rattaché à une personne, mais c'est un ensemble de rôles. Et moi, dans mon système organique, je positionne les rôles là où j'en ai envie, là où je le ressens. Et je peux très bien libérer une partie de mon entreprise sans libérer l'autre. Donc, il n'y a pas qu'une seule place. Et à ta question, est-ce que le manager va disparaître? Moi, je pense que le rôle de management ne disparaît pas. Le manager tel qu'on le connaît aujourd'hui, en entité figée et entière, va évoluer, va changer, va se muter très probablement vers une autre forme, mais on aura toujours, j'ai du mal à croire à une entreprise presque entre guillemets anarchique où il n'y aurait plus du tout de ligne managériale. Ça, je n'y crois pas forcément. Je pense que les collaborateurs, comme toute personne dans le monde, a besoin de guides, a besoin de personnes sur lesquelles on peut se reposer, que ce soit dans notre couple, dans notre famille, dans nos amis, dans l'entreprise. C'est exactement la même chose. Vincent, le temps va nous manquer. Alors, je vais être obligée de mettre fin à notre entretien, mais de toute façon, les gens qui veulent en connaître davantage peuvent aller consulter ton livre sur l'invitation que j'ai envoyée aux gens pour participer à cette entrevue. J'ai mis un lien. Merci beaucoup pour cet entretien. Ceux et celles qui nous écoutent donc et qui souhaitent en connaître davantage, vous pouvez aussi aller sur le site web de Vincent. Vincent, est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse de ton site web? Oui, alors c'est Syneos, S comme Suzanne, INEOS-consulting.com. Et puis j'ai un autre site aussi qui s'appelle entreprise21siècle.com. OK, parfait. Merci beaucoup. Avis aux intéressés pour demeurer informés de nos activités, échanger et partager vos découvertes dans le cadre du télésommet. Vous pouvez joindre notre groupe Facebook Réinventer la gestion Télésommet 2017. Si tu es intéressé, tu pourras te joindre à nous pour échanger avec les gens qui ont écouté l'entrevue. Je voudrais aussi… Avec grand plaisir. Merci. Je voudrais aussi vous inviter tout le monde à prendre connaissance quotidiennement des invitations que vous recevez pour vous tenir au courant des entrevues à venir dans le cadre du télésommet.
Alors, merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à cette entrevue. Merci pour l'intérêt porté aussi au Télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. En souhaitant vous retrouver, évidemment, dans le cadre d'autres entrevues. Marie Côté, fondatrice de la gestion Réinventer et auteure. Merci encore, Vincent. Ça fait un plaisir. Merci à vous.